Le public aussi reste assez longtemps local. Les obstacles à la communication qui empêchent l'extension géographique des relations entre confrères limitent l'intérêt du public à la production locale. Les gens ne peuvent apprécier une musique qu'ils n'ont jamais entendue parce qu'on la joue trop loin de chez eux et qu'elle ne trouve pas d'écho dans les médias. Si la distance est le plus souvent géographique, elle peut être sociale également. Beaucoup d'Américains blancs n'ont pu apprendre à apprécier le jazz dans les années 20 parce qu'on jouait cette musique dans des endroits qu'ils ne fréquentaient pas. De même, les adultes ont mis longtemps à s'intéresser au rock parce que les lieux et les radios où il était diffusé ne leur étaient pas du tout familiers. Mais le public local, rassemblé autour des systèmes de diffusion existants, même rudimentaires, soutient le nouvel art. Ces réactions, sans aucun caractère officiel et parfois limitées à quelques critiques dans la presse régionale, contribuent à l'élaboration d'une esthétique appropriée aux œuvres. Certains mondes de l'art franchissent les frontières locales. Des participants de plus en plus nombreux viennent remplir les différentes fonctions et se recrutent dans un périmètre de plus en plus vaste. Ces participants constituent un réseau de coopération étendu que l'on peut considérer comme un monde de l'art complet, où chacun utilise des conventions élaborées dans différents segments locaux, mais désormais connues et comprises sur le territoire national, voire dans différents pays. Plusieurs mécanismes conjuguent leur action pour aboutir à ce résultat, mais les choses ne se passent pas toujours ainsi. La plupart des innovations qui commencent à s'implanter à l'échelon local ne dépassent pas ce stade. Elles peuvent s'enraciner dans la région sans jamais atteindre une envergure nationale, et encore moins internationale. La production. Plus une nouvelle forme d'art est connue sur un périmètre étendu, et plus la production augmente, soit parce que les producteurs deviennent plus nombreux, soit grâce à l'industrialisation de certaines méthodes. L'expansion du jazz s'est accélérée quand la fabrication et la diffusion industrielle des disques ont permis à des musiciens d'entendre et d'imiter le cas échéant ce qui se faisait ailleurs. L'industrialisation de la stéréophotographie est intervenue assez vite. Si le nouvel art de la vue stéréoscopique devait s'imposer sur le marché national, il fallait produire des quantités suffisantes pour répondre à la demande. Les méthodes artisanales ne convenaient plus. La fabrication d'une carte stéréoscopique se faisait en 5 étapes. 1. Le tirage des preuves positives à partir des négatifs, y compris le lavage et le séchage, en général dans la nuit. 2. Le massicotage des épreuves. 3. Le collage des épreuves sur carton. 4. Le séchage sous presse. 5. L'impression du texte. L'ensemble des opérations prenait 3 jours et 2 nuits. Mais si quelques grosses maisons parvenaient à raccourcir les délais en utilisant des étuves ou des tables chauffantes pour le séchage, un ouvrier expérimenté pouvait produire à lui seul jusqu'à 50 ou 60 cartes par jour, soit 350 par semaine au maximum. Avec les méthodes de division du travail, 5 ouvriers en produisaient plus de 3000 par semaine d'art. L'industrialisation commença presque aussitôt, dans les années 1860, et le travail à la chaîne augmenta considérablement la production. Dara présente ainsi l'une des entreprises spécialisées. Les frères Kilburn firent construire à Littletown, dans le New Hampshire, une usine de 3 étages équipée d'ateliers de tirage, de virage, de lavage, de séchage, de montage. La division du travail s'y conformait au modèle habituel. L'amélioration du rendement fut obtenue grâce à une plus grande efficacité dans l'enchaînement des différentes tâches. La seule mécanisation consistait à utiliser un tapis roulant pour le développement des clichés, ce qui doubla le rythme de production des épreuves en éliminant les manipulations. Les frères Kilburn, qui employaient 52 personnes, y compris l'équipe d'entretien et le personnel de bureau, produisaient en moyenne 3000 cartes stéréoscopiques par jour. Autrement dit, ils pouvaient facilement publier 1 million de cartes par an. Quelques 40 ans plus tard, une mécanisation plus poussée avait encore accru la production et fini d'industrialiser la fabrication des stéréophotographies. Ainsi, dans l'usine de la H.C. White Company à North Millington, dans le Vermont, en 1907, White fit construire une usine de 3 étages en briques et béton armé qui fut pendant quelque temps la fabrique de stéréophotographie la plus remarquable et la plus mécanisée du monde. Toutes les opérations de développement et de tirage étaient automatisées. Les plaques qui portaient les négatifs étaient fixées devant des lampes sous lesquelles un tapis roulant faisait défiler le papier sensible en s'arrêtant chaque fois pour le temps d'exposition. Ces machines existaient depuis 1866
Et chez White, on employait aussi des machines pour le développement, le fixage et le lavage qui permettaient de maintenir un niveau de qualité constant. Des massicots ultra rapides rognaient les bords des épreuves. Les textes étaient imprimés automatiquement au rythme de 10 000 à l'heure. 3 machines lavaient 5 000 épreuves chacune dans une journée de 10 heures. Des étuves automatiques pouvaient sécher 15 000 épreuves par jour. Une machine spéciale colorait les textes en doré pour les séries de luxe des stéréophotographies White. La distribution. De nouveaux dispositifs de vente et de diffusion permettent au jeune monde de l'art de s'étendre sur un territoire plus vaste. Il assure le commerce des objets produits ou, s'il s'agit de spectacles, la stabilité des conditions de leur présentation. Le petit commerce des pionniers de la stéréophotographie dépassait rarement les limites de leur commune. Les échanges régionaux se faisaient par l'intermédiaire de bourses où les adhérents amateurs vendaient et achetaient régulièrement des œuvres. Les images voyageaient aussi dans les bagages des touristes qui rapportaient des photos souvenirs stéréoscopiques. Mais la diffusion à grande échelle a débuté avec la mise en place de réseaux de commercialisation très organisés destinés à écouler la production industrielle. Au début, les photographes vendaient leurs images dans leurs studios, chez des commerçants tels que les opticiens ou les marchands de bibelots, et par correspondance. Les gros producteurs qui les remplacèrent embauchèrent des équipes de vendeurs itinérants. Le président de la Keystone View Company présente ainsi les techniques de vente du tournant du siècle. On recrutait la plupart des vendeurs dans les universités. Ces étudiants travaillaient seulement pendant les 3 mois des vacances d'été et ils arrivaient souvent à gagner assez d'argent pour payer leurs frais de scolarité de toute l'année. La firme Underwood affirmait qu'à elle seule, elle employait 3000 étudiants chaque été. Si l'on ajoute les autres grosses entreprises qui recrutaient chacune plus de 1000 étudiants, on comprend aisément pourquoi nos campagnes grouillaient de vendeurs en stéréophotographie d'un bout à l'autre de l'été. La méthode de vente était d'une efficacité exceptionnelle. Lors de sa première visite, le vendeur s'efforçait simplement d'obtenir une commande pour un stéréoscope et quelques vues. Ou si le client démarché avait déjà un stéréoscope, commande était passée si possible pour une vue simple. L'enregistrement des commandes prenait environ 3 semaines, puis il fallait compter 3 semaines pour les livraisons. Au moment de la livraison, ce vendeur apportait un assortiment complet d'images stéréoscopiques qui pouvaient regrouper des milliers de sujets. Après avoir placé la tête du client dans le stéréoscope, il faisait adroitement défiler une série de vues en les glissant l'une après l'autre dans le viseur, sans temps d'arrêt. Le client disait de temps à autre « Je prends celle-là ». La conclusion de la vente consistait à persuader le client de payer le plus grand nombre possible des sujets qu'il avait retenus pendant la démonstration, Hamilton. On vendait aussi des stéréophotographies par correspondance. Les catalogues des principaux fournisseurs proposaient des milliers de vues panoramiques, historiques, éducatives, artistiques et comiques. Les sociétés de vente par correspondance offraient un choix aussi vaste dans leur catalogue. Ainsi, en 1908, le catalogue de la Sears proposait des séries de 100 vues sur des thèmes tels que le siège de Port Arthur pendant la guerre russo-japonaise, le Japon de rêve, la Terre Sainte, la Foire internationale de Saint-Louis, ou la chasse, la pêche, les campements et la vie des Indiens. Underwood, l'un des plus gros fournisseurs, vendait ses méthodes de voyage comprenant des stéréophotographies, des plans et des guides pour des destinations touristiques comme l'Égypte, le Danemark ou le Colorado. Ainsi, décrit une évolution symétrique dans la façon dont les musiciens de jazz noirs se sont organisés pour atteindre un public national. Au début, dans les formations qui fonctionnaient sur le mode associatif, comme dans celles qui étaient dirigées par un leader, le responsable du groupe contactait un directeur de dancing, de boîte de nuit ou de cabaret, ou encore un organisateur de bal, pour convenir d'une prestation en public. Les contrats étaient le plus souvent officieux et modulables. Le syndicat des musiciens réclamait en vain aux formations de musiciens noirs le respect des normes syndicales dans leurs contrats. Ces arrangements, de gré à gré, se limitaient généralement à un engagement de longue durée dans un lieu donné ou une tournée locale. Cette sorte de contrat officieux obligeait les musiciens noirs à se cantonner dans un territoire restreint où ils connaissaient les personnes avec qui ils traitaient directement. Entre 1929 et 1935, un changement de stratégie commerciale et l'évolution des moyens de transport et de communication, que nous verrons plus loin, permirent aux musiciens noirs d'étendre leur réputation et de passer des contrats à l'échelle nationale. À partir d'un centre d'opération local, les orchestres
se bâtissaient une réputation nationale grâce aux disques et au passage sur les ondes. Ils en tiraient ensuite les profits financiers en faisant dans tout le pays des tournées qui les conduisaient dans des dancings, des hôtels, des salles de spectacle. Partout où le public qui avait appris à apprécier leur style grâce aux médias était disposé à payer un bon prix pour les voir se produire sur scène. Ainsi, les changements qui concernent les méthodes de fabrication et de vente ou le mode d'organisation des spectacles autorisent une diffusion plus large des styles locaux. Le volume de la production est suffisant et les distributeurs sont désormais prêts à coopérer avec les artistes pour faire connaître leur travail à des publics et des praticiens d'autres régions. Un centre de création peut obtenir la suprématie et dans ce cas, les autres mondes de l'art locaux se modèlent sur son exemple, ou alors les styles propres à plusieurs centres deviennent exportables en même temps. Les méthodes de fabrication et de vente des stéréophotographies évoquées plus haut ont engendré une énorme demande d'images en relief. Aucun photographe ou groupe de photographes opérant à l'échelon local ne pouvait fournir l'offre correspondante. Pour alimenter le marché, les gros éditeurs utilisaient des images de toute provenance. Ils achetaient des clichés à des photographes locaux, réalisaient des contre-types à partir des négatifs qui leur tombaient sous la main, souvenirs sans payer les droits, souvent sans payer les droits, produisaient des séries thématiques et envoyaient leurs équipes de photographes en reportage. On demandait à des stéréophotographes expérimentés de rapporter d'excellents clichés des sites, monuments et hauts lieux célèbres dans l'histoire ou dans la littérature. On ne négligeait pas non plus l'Amérique pittoresque, depuis Bar Harbor et son parc national dans le Maine jusqu'au Golden Gate de San Francisco. On photographia les grandes expositions comme le centenaire de la Constitution à Philadelphie, l'exposition universelle de Chicago et la foire internationale de Saint-Louis. L'exclusivité des droits se monnayait au prix fort et n'était pas toujours honorée par les photographes concurrents. En tout cas, on apportait la culture dans les foyers de l'Amérique rurale. Les éditeurs demandaient à leurs photographes de se tenir à l'affût de tous les sujets à valeur pédagogique. On photographiait des usines, on s'intéressait aux spécimens de laboratoire et l'on n'oubliait pas les sites historiques. Des stéréophotographes furent parmi les premiers à prendre des clichés des vols expérimentaux des frères Wright et ils léguèrent à la postérité d'inestimables documents sur les premières machines volantes, Hamilton. Quant aux grands orchestres de jazz, ceux qui obtinrent une notoriété nationale en arrivèrent à occuper une position dominante, même dans les mondes de la musique locaux. Mais dans le monde du jazz en expansion, les clubs, le disque, les spectacles de variété, les dancing et les radios étaient gros consommateurs de produits musicaux, et ils en trouvaient partout. Il y avait Duke Ellington à Washington, Count Basie et Andy Kirk à Kansas City, et bien d'autres encore à Chicago, New York ou ailleurs. En règle générale, aucun centre de création, même s'il s'agit d'une métropole, ne peut à lui seul assurer un niveau de production suffisant en qualité et en diversité pour alimenter un marché national ou international. Aussi peut-on supposer que ce qui s'est passé pour le jazz et pour la stéréophotographie correspond à un phénomène courant. Les organismes de distribution des œuvres ont commencé à en chercher un peu partout et ils ont ainsi ouvert des brèches dans les remparts qui entouraient les petits mondes de l'art locaux. La communication. Ces remparts qui soustraient les artistes locaux aux influences de leurs confrères occupés à élaborer d'autres variantes de la même innovation dans d'autres lieux sont déjà ébranlés par les communications accrues entre différents mondes de l'art locaux. C'est l'effet des progrès techniques ou plus simplement des allées et venues des artistes et du public. Les grands mécènes de la Renaissance attiraient des artistes de l'étranger. Les peintres voyageaient aussi pour aller voir les œuvres dont ils avaient entendu parler, Pascal. De même, des compositeurs et des musiciens parcouraient l'Europe pour servir l'Église ou quelques riches mécènes, RIS. Ces voyages étaient l'occasion de toutes sortes d'échanges d'informations sur les activités artistiques dans les différentes villes. Les voyages permettaient également au public de connaître des œuvres différentes et d'apprendre à les apprécier. Plus modestement, des pionniers d'une nouvelle forme d'art peuvent se déplacer pour aller voir d'autres novateurs qui ont obtenu des résultats différents et échanger avec eux les fruits de leurs recherches. Tout ce qui facilitait les voyages, ouverture politique des frontières, amélioration des transports, création de grands axes maritimes, terrestres ou aériens, augmentation du niveau de vie, apparition d'une mentalité cosmopolite, favorise ces échanges toujours féconds. L'aménagement des voies ferrées, l'installation de lignes téléphoniques,
la baisse des tarifs aériens et la croissance économique sont autant de facteurs favorables à la communication. Les progrès techniques ont les mêmes conséquences. À partir du moment où les techniques d'impression ont permis d'obtenir des reproductions exactes, les VINS, les artistes et le public ont pu voir sans se déplacer des œuvres dont ils avaient seulement entendu parler. Bien sûr, le procédé ne valait au début que pour les gravures en noir et blanc. Quand on commença à l'utiliser pour les peintures et les dessins, il fallut transposer l'huile ou le fusain, par exemple en employant l'encre et les outils de la gravure. Le résultat n'était pas plus identique à l'original que ne le sont les photographies qui remplissent désormais cette fonction pour les mondes de l'art. Mais la reproduction donnait tout de même une assez bonne idée de l'original à des personnes qui avaient dû s'en rapporter jusque-là au dire des témoins pour découvrir ce que les artistes faisaient en d'autres contrées. Cette technique contribuait par là même à diffuser l'information sur de plus vastes territoires. Le disque et le phonographe ont joué le même rôle dans l'expansion du jazz. Le jazz était une musique improvisée, ne se laissait pas aisément fixer par écrit, et il était donc difficile à diffuser sous forme de partition. Les disques permirent de fixer et de conserver ce style de création éphémère et en facilitèrent l'apprentissage. On pouvait en outre s'y former sans approcher personnellement les interprètes. L'influence d'un style régional ou du style d'un musicien a pu s'étendre considérablement grâce à ce support. Ainsi, la radio donna l'occasion aux amateurs de jazz, et notamment à ceux qui n'avaient pas les moyens de se constituer toute une collection de disques, de connaître un éventail d'interprétations beaucoup plus large. Vers la fin des années 20, les radios locales se mirent à programmer en fin de soirée des retransmissions de séances données dans les boîtes de nuit et des dancing de la région par toutes sortes d'ensembles, dont des grands orchestres de jazz et des formations comptant de célèbres musiciens de jazz. Tard dans la nuit, quand les petites radios cessaient d'émettre, il devenait possible de capter les plus puissantes à des milliers de kilomètres de distance. J'étais alors adolescent et je voulais devenir musicien de jazz, trop jeune pour me payer l'entrée ou même être admis dans les lieux où l'on jouait du jazz. Je pouvais malgré tout écouter sur mon poste de radio les concerts de tous les orchestres et solistes renommés. À force d'entendre les mêmes morceaux nuit après nuit, je pouvais saisir et analyser les différences entre plusieurs improvisations sur un même thème. Beaucoup de musiciens qui étaient adolescents dans les années 30 et 40 ont acquis une bonne part de leurs connaissances grâce à la radio. Contrairement au disque, elle permettait de mesurer la latitude qui était laissée aux exécutants. Au lieu d'apprendre note à note un solo enregistré, on découvrait quelle sorte de solo était possible.